Bonjour, Je vous chef écoute. invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous sommes des élèves, je m'appelle Mathis Marchadier. Moi, c'est Léo Le Fur. Gabriel et Cochard. Et moi, c'est du Taïwan. Pour notre projet Radio A, Et toi? Et le dernier, j'ai pas entendu. Il y a Mathis, Léo, Gabriel et Ewan. 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 Ok. pour notre projet radio, Bonjour à tous. bonjour à tous. Pour notre projet radio à nos futurs, nous souhaitons vous poser des questions sur le handisport et son avenir. Nous sommes des élèves des troisième prépa métiers du lycée professionnel des Trois-Rivières de Pont-Château. Nous commençons cette interview par une première question. Comment vous allez déjà en cette période avec la Covid? Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Moi, je fais partie des privilégiés qui continuent à pouvoir exercer. Donc aujourd'hui, je suis à Melbourne en attente pour jouer deux tournois de préparation avant de jouer l'Australian Open. Alors il se trouve que la particularité, c'est qu'en Australie, on doit respecter une quatorzaine avant de pouvoir sortir, et que là, comme c'est la première fois que ça se présente ici, il y a quelques petits soucis logistiques. Donc ça fait 4 jours que je suis enfermé dans ma chambre et que j'ai pas pu sortir, mais sinon tout va bien. Ça a coupé? Non? Euh, Est-ce que la Vous Covid, avez entendu la réponse ou? Oui, Ouais, oui, ouais. oui, on a entendu. Est-ce que la Ouais, Covid, ok. ça a changé quelque chose à votre quotidien sportif? Alors au tout début, le premier confinement en France, en fait, j'étais blessé et je jouais un tournoi aux États-Unis qui a été interrompu. Donc ça m'a permis de récupérer sur le plan physique. Après, c'est sûr que de se retrouver, à ne pas pouvoir pratiquer pendant des mois, eh bien ça change l'organisation d'un sportif professionnel. Mais en même temps, pour moi, ça a été, l'opportunité de découvrir de nouvelles choses, et la chose pour laquelle je me suis passionné, que je connaissais pas du tout, c'est la peinture artistique, plutôt les les peintures abstraites. Mais ça m'a permis non seulement de découvrir ce que les gens faisaient, mais aussi d'essayer moi-même. Donc je me suis bien amusé avec ça et je continue. Là, voilà, ces jours-ci, j'ai une tablette comme ça, et je dessine dessus avec des outils qui reproduisent quasiment ce que je peux faire avec des pinceaux. Donc ça m'évite d'avoir beaucoup de choses à transporter pendant un tournoi, et c'est assez magique. Je m'amuse bien. Je cherche un truc. Comment s'organisent vos entraînements? Alors, quand je pouvais m'entraîner, c'était de façon tout à fait normale, hein. Je m'entraîne souvent le matin avec du tennis et de la préparation physique, et puis l'après-midi, soit je faisais une deuxième séance, soit je faisais de la prépa mentale, ou bien des analyses vidéo des adversaires, des matchs, et puis aussi ma vie quotidienne où je peux partir pour faire les courses, pour m'occuper d'autres choses. Et, c'est pas tellement différent c'est pas différent d'un sportif. Le matin, quand j'arrive à l'entraînement, je croise tous les joueurs et tous les noms des champions français que vous connaissez, comme Nicolas Mahut, comme Richard Gasquet, comme Lucas Pouille, comme Chloé Paquet chez les filles, ou même Clara Burel, tous les gens qui s'entraînent au Centre national d'entraînement. En fait, Gilles Simon, on se voit tous les jours. Avez-vous plusieurs coachs en fonction des entraînements? Alors oui, j'ai quelqu'un qui s'occupe plus particulièrement du tennis, quelqu'un qui va s'occuper de la prépa mentale, quelqu'un qui s'occupe du physique, et puis cet hiver, j'ai aussi accepté de travailler avec deux élèves STAPS qui étaient en stage, et j'aime bien faire ça, avoir ce que j'appelle un collège de compétences, et avoir des nouvelles idées de jeunes qui sont venus alors que
mon entraîneur qui s'occupe de moi plus de manière quotidienne était coincé du fait de la pandémie, pas pu se déplacer, donc c'était parfait. Et en même temps, je joue aussi avec beaucoup de joueurs on appelle ça des sparring partners, des partenaires avec qui j'échange sur le cours pour trouver du rythme et pour que les entraîneurs puissent regarder aussi ce qui se passe. Avez-vous un pronostic sur l'avenir du handisport? Pensez-vous qu'il va se développer dans les années à venir et dans le futur des compétitions mondiales? Alors mon pronostic, c'est que sous la forme sous laquelle il se joue aujourd'hui ou la forme sous laquelle les Jeux paralympiques se jouent aujourd'hui, c'est amené à disparaître. Parce que je pense que c'est dans la nature humaine de se mesurer et de vouloir savoir, par exemple, quel est l'homme le plus rapide du monde, mais pas de séparer en disant, bah, lui il a mal au pied gauche, lui il a mal à la jambe droite, lui il a mal aux yeux, lui il a et et on le voit, avec des compétitions où des athlètes sont susceptibles de rivaliser avec les performances, qu'on connaît. Donc il y a une partie du chemin qui est faite par les athlètes paralympiques pour essayer de battre des records olympiques et dans l'autre sens, moi ce que j'imagine, c'est que des sports comme le mien, par exemple, qui se joue en fauteuil roulant, pourraient être ouverts à tous et n'importe qui a envie de s'asseoir pourrait jouer, avec les autres parce que, dans la société, de toute façon, on essaye toujours de se regrouper et en même temps de se mesurer. Donc faire des catégories séparées, je pense que c'est quelque chose qui rapidement va appartenir au passé et donc le futur, ce seront des jeux plutôt, hybrides où on sera tous ensemble. En tout cas, j'espère. Quelles seraient les disciplines où vous aimeriez que le handisport se développe? Bah, le tennis en premier lieu parce que c'est ma discipline. Après, j'imagine plein de sports qui pourraient même être nouveaux. Par exemple, quand on fait du e-sport, eh bien, on peut mélanger. On n'a pas besoin d'avoir, un certificat médical qui dit qu'on va pas bien pour faire du e-sport. Donc, il y a des jeux, moi j'ai joué au foot fauteuil, c'est avec des fauteuils électriques, très, très rapides, c'est hyper drôle et et je pense que tous les sports en fauteuil pourraient, hem, être amenés à se développer énormément. J'imagine le ski, que le ski sur un dispositif où on serait assis ou à genoux pourrait être un sport, qui ferait plaisir à beaucoup de gens. J'ai un copain qui a battu le record du monde de vitesse en kitesurf et il a qu'un bras et il a battu le record du monde du 1000 nautique, donc sur une longue distance, enfin une longue distance par rapport aux records du monde qui sont battus en général de vitesse sur des courtes distances et il me disait que, il donnait des cours et il apprenait à faire du kitesurf aux gens en étant assis au départ et que certaines personnes choisissaient de rester assises parce que c'est une autre manière de pratiquer mais qui est aussi très sympa. D'où vous est, d'où vous est venue cette passion pour le tennis? Oh, depuis tout petit, je joue avec des balles et j'ai toujours aimé ça, je pense, pour avoir joué avec, mon père au début, mais par la suite, avoir passé des heures à taper, avec une balle contre les murs de ma chambre et puis ensuite d'être, heu, au tennis à Pornichet, hein, c'est là où j'ai grandi et après mon accident, je suis parti jouer au golf, parce que je connaissais pas le tennis fauteuil, mais quand j'ai découvert le tennis fauteuil, j'ai basculé à nouveau vers cette discipline et j'ai vraiment, adoré et je continue. Euh, Au début de votre carrière, est-ce que cela a été dur de vous faire une place en tant que sportif anti-sport? Heu, non, pas vraiment. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par une place en tant que sportif? Bah, est-ce que pour vous, au début, quand vous étiez en fauteuil roulant, pour vous, est-ce que cela a été possible d'être joué dans de grands tournois mondiaux au tennis? Ah, heu
Non, mais comme dans tous les sports, quand j'étais petit et que je jouais au tennis, je faisais d'abord le tournoi de Pontchâteau, le tournoi de Missillac, le tournoi de Pornichet, avant d'envisager de jouer ne serait-ce que les championnats départementaux, les championnats de ligue et par la suite les championnats de France à Blois puis à Roland-Garros. Donc ça c'est la suite logique de toutes les pratiques sportives. On commence pas par jouer les grands tournois, on y va petit à petit en fonction de son apprentissage et de son niveau de jeu. Donc non, ça m'a pas paru quelque chose de différent. Pour vous, est-ce que les mentalités changent sur le handicap en général et dans les sports? Je pense que le sport, c'est un outil de communication. Quand on voit sur les maillots de foot où c'est marqué non au racisme, on utilise le sport pour nous aider dans la société et que ça va de pair avec le sport paralympique. Mais ce qui change le plus, c'est le regard que l'on porte sur soi. Et si soi-même, on est capable de renvoyer une image positive, eh bien, je pense que les gens avec qui on échange le reçoivent et agissent de la même manière. Mon image par rapport à ça, c'est de dire que quand vous souriez à quelqu'un, il vous renvoie un sourire. Et, et ça marche tout le temps. Et si vous avez envie de renvoyer de la pitié, de la compassion, ou même quand vous êtes euh, contrarié, aigri, bah, les gens le sentent et vous renvoient la même image. Donc c'est un jeu de miroir et c'est valable dans toutes les communications. Et celui qui sourit, bah, il reçoit des sourires. Comment va évoluer le matériel dans le handisport à l'avenir, selon vous? Alors, comme dans tous les sports, hein, il y a de plus en plus d'utilisation des technologies. Là, par exemple, moi, je suis en train de développer le fauteuil le plus léger du monde. J'avais développé déjà une assise particulière, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer assis, je joue à genoux parce que ça correspond plus au mouvement du joueur de tennis. Et je pense que l'évolution va aller vers l'utilisation de toutes les technologies. Donc là, par exemple, en ce moment, on a tout ce qui est euh, fabrication avec de l'impression 3D, mais aussi ce qu'on appelle la fabrication additionnelle, c'est-à-dire on vient ajouter de la matière uniquement là où il y en a besoin. On est capable pour l'instant par le modèle, mais par exemple de faire des avions qui n'ont de la matière que là où il y a besoin, c'est-à-dire qu'il y a des trous partout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces structures en forme de squelette, c'est comme une toile d'araignée. C'est-à-dire que on met euh, de la matière qu'à certains points et une toile d'araignée, si vous appuyez dessus, je ne sais même pas comment ça pèse, mais c'est très léger, mais en même temps c'est très solide, très résistant. Vous allez avoir du mal à déchirer la toile d'araignée. Eh bien, on va faire ça avec des objets de plus en plus gros et pourquoi pas avec les fauteuils roulants. Et donc, ça permettra un gain de poids et certainement de performance associée assez rapidement. Est-ce que cela favorisera encore plus les performances et les conforts des sportifs? Oui, tout à fait, oui. C'est exactement l'objet des recherches sur les matériaux, sur les positions, sur l'évolution. Est-ce que selon vous, l'arbitrage peut évoluer dans le futur tout comme les règles? Bah, l'arbitrage, on le vit au quotidien. Vous connaissez tous l'arbitrage vidéo maintenant pour le foot, pour le rugby. Euh, Dans les épreuves d'athlétisme, on va aller regarder la photo finish. Au cyclisme, c'est pareil. Là, j'ai expérimenté pour la première fois à l'US Open à New York un arbitrage entièrement électronique. Alors, il y avait un juge de chaise, un arbitre qui était sur une chaise, mais les juges de ligne étaient en fait des voix des voix qui étaient enregistrées, mais c'était un arbitrage électronique, c'est-à-dire qu'il y avait des radars sur les lignes qui étaient susceptibles de déterminer si la balle était bonne ou faute. Et on pouvait aussi utiliser euh, l'arbitrage vidéo, c'est-à-dire que si on avait un doute, on pouvait demander à ce que l'analyse de la trajectoire soit revue. Et donc, on voyait ça. Et à mon avis, c'était juste parfait, puisque la machine est tellement performante, plus performante que l'œil humain, qu'on a une évolution du côté
de l'arbitrage. Et après, du côté des règles, ben, on voit les règles qui bougent. Dans mon sport, les règles ont bougé dans la manière de compter les points. On a des matchs en 3-7, des matchs en 5-7. On a introduit ce qu'on appelle un jeu décisif en 10 points, alors qu'avant était en 7 points, à la place d'un troisième set, par exemple. À la place d'un troisième set, on a introduit ça pour raccourcir les temps de jeu. On vit cette évolution du score et du règlement sur le temps, de pause entre 2 points, donc oui, on est en plein dedans et de toute façon, hem, tous les jeux sont faits pour évoluer, donc ça évolue, ouais. Quels seraient les plus gros changements à venir selon vous avec la Covid pour le sport de haut niveau? Ah bah là, le plus gros changement qu'on vit à l'heure actuelle, c'est le fait de jouer, dans des environnements où il y a pas de spectateurs. Ça, c'est le côté, spectacle du sport où là, c'est un énorme changement et en même temps, il y a une adaptation puisqu'on fait beaucoup de retransmissions, comme nous, par exemple, là, aujourd'hui, au lieu de se voir, eh bien, on fait une conférence vidéo à distance. Donc les changements que j'ai vécus là avec la pandémie, c'était, les bulles sanitaires, c'est-à-dire qu'on est testé tous les jours, qu'on n'a pas le droit de sortir. Là, on a 14 jours, enfermés dans notre chambre avec peut-être 5 heures d'entraînement par jour possible, mais pour l'instant, ça n'a pas commencé pour moi et donc pendant une période proche à venir, je pense qu'il y aura beaucoup d'événements où il y aura soit moins de spectateurs, soit pas du tout de spectateurs. Et aussi, ben, moins de contact entre les joueurs. C'est-à-dire que là, même en double, il s'agit pas de se prendre dans les bras quand, on a gagné, on doit juste toucher la raquette à distance, donc la distanciation physique est aussi présente dans l'univers du sport. Souhaitez-vous ajouter un dernier mot? Bah, moi, je vais revenir sur mon rêve, qu'on puisse, pratiquer des sports tous ensemble et à commencer par le tennis. Alors si, un jour vous avez l'idée ou si vous croisez un fauteuil roulant, vous pouvez sauter dedans et essayer de taper les balles. Vous allez voir que c'est drôle et que ça peut être un sport à part entière. Merci pour votre réponse, Stéphane Houdet, d'avoir répondu Merci à aux vous. questions. Merci. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. suite. Merci. Merci bien Merci. pour le temps. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.